Je dois dire ça. Invisible parmi eux. Je dois raconter cette histoire. Pendant longtemps, j'étais personne. Ou pire, j'étais celle qu'on voyait, mais qu'on ne regardait pas. La femme en uniforme. Celle du ballet. Celle qui apparaît quand la salle est vide et disparaît quand les importants arrivent. Je étais femme de ménage au siège de Crano Holding, l'une des plus grandes entreprises technologiques du pays. 3 étages de verre, plus de 200 employés. Et chaque jour, je lavais les sols sous les pieds de gens qui gagnaient en une semaine ce que je ne verrais pas en un an. Je m'appelle Cécile. J'ai 47 ans. 2 enfants adultes. Et un passé que personne là-bas ne voulait entendre. J'ai un diplôme en gestion. Rangé dans une pochette plastifiée depuis des années. Autrefois, j'étais manager. J'avais une équipe. Un salaire. Puis j'ai tout perdu, mon mari, mon poste, ma maison. Le seul travail que j'ai pu retrouver, c'était celui-là. Uniforme bleu. Badge sans nom de famille. Service de nettoyage. Mais j'observais. Pendant que je passais la serpillière. Pendant que je sortais les poubelles. Pendant que les portes vitrées restaient entr'ouvertes et que les dirigeants oubliaient ma présence. Dans le bureau 1204, le directeur marketing criait sur ses stagiaires. Dans le 1211, les cadres se disputaient sur les prévisions. Dans le 12A, j'apercevais les tableurs à écran ouvert et j'entendais des phrases comme « L'entreprise ne tiendra pas 6 mois de plus ». Et moi, je pensais « Ils n'ont aucune idée de ce qu'ils font. Des coûts mal gérés. Une stratégie bancale. Une équipe démotivée. Mais qui suis-je, hein? C'est juste la femme de ménage. » C'est alors que j'ai commencé à écrire. Chaque soir, après mon service, je m'asseyais avec un vieux cahier et un stylo. Je reconstituais les tableaux de tête. Je prenais des notes, faisais des calculs, réfléchissais. Et petit à petit, j'ai conçu un plan. Un vrai plan. Avec des réductions cibles. Une nouvelle répartition. Des idées pour relancer les produits. Mais ce cahier restait caché. Entre mes chiffons et mon silence. Jusqu'au jour où la bombe est tombée. Un lundi matin, l'ambiance était différente. Les couloirs étaient tendus. Les visages fermés. Aucun sourire. Et j'ai entendu une phrase qui m'a glacé le sang. Le président va annoncer la faillite. Aujourd'hui. C'est là que j'ai su. Si je restais silencieuse une fois de plus, tout allait s'effondrer. Et avec cela, peut-être des centaines d'emplois. Y compris le mien. J'ai respiré. J'ai resserré mon badge. J'ai pris mon cahier comme un bouclier. Et je suis allée frapper à la porte du bureau du président. Invisible parmi eux. Je dois raconter cette histoire. Pendant longtemps, j'étais personne. Ou pire, j'étais celle qu'on voyait, mais qu'on ne regardait pas. La femme en uniforme. Celle du ballet. Celle qui apparaît quand la salle est vide et disparaît quand les importants arrivent. Je étais femme de ménage au siège de Crano Holding, l'une des plus grandes entreprises technologiques du pays. 3 étages de verre, plus de 200 employés. Et chaque jour, je lavais les sols sous les pieds de gens qui gagnaient en une semaine ce que je ne verrais pas en un an. Je m'appelle Cécile. J'ai 47 ans. 2 enfants adultes. Et un passé que personne là-bas ne voulait entendre. J'ai un diplôme en gestion. Rangé dans une pochette plastifiée depuis des années. Autrefois, j'étais manager. J'avais une équipe. Un salaire. Puis j'ai tout perdu, mon mari, mon poste, ma maison. Le seul travail que j'ai pu retrouver, c'était celui-là. Uniforme bleu. Badge sans nom de famille. Service de nettoyage. Mais j'observais. Pendant que je passais la serpillière. Pendant que je sortais les poubelles. Pendant que les portes vitrées restaient entr'ouvertes et que les dirigeants oubliaient ma présence. Dans le bureau 1204, le directeur marketing criait sur ses stagiaires. Dans le 1211, les cadres se disputaient sur les prévisions. Dans le 12A, j'apercevais les tableurs à écran ouvert et j'entendais des phrases comme « L'entreprise ne tiendra pas 6 mois de plus ». Et moi, je pensais « Ils n'ont aucune idée de ce qu'ils font. Des coûts mal gérés. Une stratégie bancale. Une équipe démotivée. Mais qui suis-je, hein? C'est juste la femme de ménage. » C'est alors que j'ai commencé à écrire. Chaque soir, après mon service, je m'asseyais avec un vieux cahier et un stylo. Je reconstituais les tableaux de tête. Je prenais des notes, faisais des calculs, réfléchissais. Et petit à petit, j'ai conçu un plan. Un vrai plan. Avec des réductions cibles. Une nouvelle répartition. Des idées pour relancer les produits. Mais ce cahier restait caché. Entre mes chiffons et mon silence. Jusqu'au jour où la bombe est tombée. Un lundi matin, l'ambiance était différente. Les couloirs étaient tendus. Les visages fermés. Aucun sourire. Et j'ai entendu une phrase qui m'a glacé le sang. Le président va annoncer la faillite. Aujourd'hui. C'est là que j'ai su. Si je restais silencieuse une fois de plus, tout allait s'effondrer. Et avec cela, peut-être des centaines d'emplois. Y compris le mien. J'ai respiré. J'ai resserré mon badge.
J'ai pris mon cahier comme un bouclier. Et je suis allé frapper à la porte du bureau du président. La grande salle du dernier étage. Verre, acier, cuir. Une table longue comme un couloir d'aéroport. Et moi, seul au bout, avec mon cahier serré contre ma poitrine. Ils étaient tous là. Les actionnaires. Les hommes en costume qui décident du sort de centaines de personnes sans jamais croiser leur regard. Certains me dévisageaient, méfiants. D'autres, agacés. Et un ou deux, franchement amusés. L'un d'eux a murmuré à son voisin. « C'est une blague ? On auditionne maintenant le personnel de nettoyage ?» Je me suis redressée. Je suis ici parce que j'ai quelque chose à dire. Quelque chose qui peut sauver cette entreprise. Silence. Puis un soupir. Très bien. Allez-y. Vous avez la parole. Faites vite. J'ai ouvert le cahier. Et j'ai parlé. De la mauvaise allocation des ressources. Des contrats doublons. Des chaînes de décision trop longues. Des pertes évitables. Des opportunités ratées. Et à chaque point, j'ai apporté une solution. Claire. Mesurée. Réaliste. Je n'ai pas utilisé de mots compliqués. J'ai utilisé des faits. Et ma voix ne tremblait plus. À un moment, l'un des administrateurs m'a interrompu. Vous prétendez que vous avez compris notre structure en lavant des sols ? J'ai souri. Non. Je l'ai comprise en écoutant. Et en voyant ce que vous refusez de regarder. Un autre a ouvert les documents que j'avais préparés. C'est impossible. Ces chiffres sont justes ? Le directeur financier, Blême, a confirmé d'un hochement de tête. Quand j'ai terminé, personne n'a applaudi. Mais personne n'a ri non plus. Le président du conseil s'est penché en avant. Dites-moi, madame, vous avez conçu tout cela seul ? Oui. Dans les couloirs. En silence. Pendant que vous parliez à voix haute. Il a fermé mon cahier. Puis il a dit, devant tous. C'est la proposition la plus cohérente et humaine que nous ayons reçue depuis 2 ans. Je propose que nous la mettions à l'essai immédiatement. Et là, les regards ont changé. Je n'étais plus la femme de ménage. J'étais la femme qui venait de redonner de la vie à une entreprise mourante. J'avais présenté mon plan. Le président m'avait écouté. Le conseil avait approuvé. Et soudain, on m'avait donné un nouveau badge. Un bureau. Un titre, consultante en redressement stratégique. Mais ce que personne ne m'avait dit, c'est qu'avoir une place ne signifiait pas qu'on y serait accepté. Dès mon premier jour dans mon nouveau rôle, les regards avaient changé. Pas ceux de gratitude ou de respect. Mais ceux de l'envie, de l'irritation, de la menace. C'est donc vrai ? Elle travaille ici maintenant ? Ils lui ont donné un bureau ? C'est ridicule. Elle va nous apprendre à gérer ? On ne me le disait pas en face. Mais je l'entendais dans les couloirs. Je le lisais dans les silences. Dans les sourires figés. Et surtout, dans les réunions. Lors d'une réunion budgétaire, je présentais une recommandation simple. Claire, efficace, argumentée. Un cadre me coupa net. On vous remercie, madame, mais on préfère des approches plus professionnelles. Le président le fixa. Ce que madame Cécile vient de proposer est précisément ce que vous auriez dû soumettre il y a 6 mois. Silence. Tension. Une victoire. Mais aussi un poids. Car chaque idée que je proposais, je devais la défendre 2 fois plus. Pas parce qu'elle était mauvaise. Mais parce que c'était moi qui la proposais. Je n'étais pas la bienvenue dans les clubs de golf, les dîners d'affaires, les couloirs feutrés où tout se joue à demi-mot. Alors je suis restée dans mon bureau. Tard. En silence. Et j'ai continué à travailler. À bâtir. À gagner. Pas pour moi. Pour celles comme moi. Qu'on ne laisse jamais entrer même quand elles ont les clés. Le calendrier avançait. 3 semaines s'étaient écoulées depuis que mon plan avait été mis en place. Et lentement, les chiffres avaient commencé à changer. Les premiers gains étaient discrets. Une baisse subtile dans les dépenses logistiques. Un réajustement efficace des postes inutiles. Un silence soudain dans les couloirs, plus de rumeurs de licenciement. Mais dans le tableau de bord central, les colonnes rouges devenaient vertes. Et même ceux qui me regardaient de travers commençaient à regarder mes chiffres de plus près. Lors d'une réunion du comité exécutif, le directeur financier prit la parole. Nous avons réduit les pertes de 17% en un mois. Tous se tournèrent vers lui. Et vous attribuez cela à quoi ? Il hésita. Puis, malgré lui, déclara. À l'exécution du plan de Madame Wozniak. Un murmure parcourut la salle. Certains baissèrent les yeux. D'autres croisèrent les bras. Mais le président sourit. Parfois, il faut quelqu'un qui regarde ce que tout le monde ignore pour voir ce que personne ne comprend. Ce soir-là, en sortant du bâtiment, je croisai un jeune employé que je connaissais à peine. Il me sourit timidement et dit « Merci. Je crois que vous venez de sauver mon poste. » Je ne répondis pas tout de suite. Parce qu'au fond, j'avais du mal à y croire moi-même. Mais ce que je ressentais, ce n'était pas de l'orgueil. C'était autre chose. Quelque chose de plus fort. De la légitimité.
Et c'est ce jour-là que j'ai compris. On peut vous ignorer. On peut vous rabaisser. Mais quand les résultats parlent pour vous, le monde commence à vous écouter. Un matin, en relisant les derniers résultats, j'ai eu une pensée étrange. Et maintenant? Les finances remontaient. Les pertes reculaient. Les projets étaient réorganisés. Mais quelque chose me dérangeait. Parce que dans toutes les colonnes, toutes les courbes, tous les graphiques, il manquait quelque chose. J'ai repensé à Halima, l'agente d'entretien du bâtiment B. Elle avait un œil incroyable pour les fuites de stock, elle voyait les camions, les volumes, les anomalies. J'ai repensé à Nathalie, de la cantine. Elle avait des idées brillantes pour éviter le gaspillage alimentaire, mais personne ne l'écoutait. J'ai repensé à moi. Et à tout ce que j'avais vu. Avant qu'on me permette enfin de parler. Et alors j'ai compris. Ce qu'on ne voit jamais dans un rapport. C'est le regard de ceux qu'on n'interroge jamais. Le lendemain, j'ai demandé au président une réunion confidentielle. J'ai une nouvelle proposition, dis-je. Financière? Humaine. Il m'a regardé sans comprendre. Alors j'ai expliqué. Je veux lancer un programme interne. Un audit, mais inversé. Pas dirigé vers les chiffres. Vers les gens. Quels gens? Ceux qu'on ne voit pas. Les cuisiniers. Les agents d'entretien. Les standardistes. Je veux leur poser une question simple. Si c'était toi, que ferais-tu autrement ici? Il a hésité. Longtemps. Puis il a souri. Faites-le. Mais ne vous attendez pas à ce que tout le monde apprécie. Et il avait raison. À peine le projet lancé, j'ai reçu des regards glaciaux. Certains murmuraient. Elle veut donner le pouvoir aux invisibles? C'est une croisade sociale, maintenant? Mais je continuais. Chaque jour, j'allais voir une nouvelle personne. Je m'asseyais. J'écoutais. Je notais. Et chaque soir, je recopiais dans un nouveau cahier tout ce qu'on m'avait dit. Ce cahier, je l'ai appelé. Ce que personne n'a jamais osé demander. Un mois plus tard, je suis montée sur scène lors d'un séminaire de direction. J'ai ouvert le cahier. Et j'ai lu. Des phrases simples. Des idées brillantes. Des vérités qui dérangent. Pourquoi on jette autant de matériel encore bon? Pourquoi personne ne forme les agents à signaler les anomalies? Pourquoi on dit aux gens qu'ils ne valent que leur fonction? Quand j'ai terminé, il y avait un silence épais dans la salle. Mais il n'y avait plus de rire. Il n'y avait que des gens qui pensaient. Et j'ai conclu. Si nous voulons bâtir une entreprise solide, nous devons écouter ceux qui en tiennent les fondations. Et ce jour-là, même les plus sceptiques ont applaudi. Tout a commencé par un email. Objet, invitation officielle, Forum national du leadership éthique. Je l'ai lu 2 fois. Puis une 3e. Astérisque Madame Wozniak, votre parcours nous inspire. Nous souhaiterions vous inviter à prendre la parole lors de notre prochain forum. Pour une intervention sur le thème. Quand le silence devient une stratégie. Quand la simplicité devient une solution. Astérisque, je suis resté figé devant l'écran. Moi? Parler devant des chefs d'entreprise, des dirigeants, des journalistes? Puis je me suis souvenu. Du couloir du 3e étage. Du regard méprisant d'un cadre. Du poids de mon seau et de mon badge sans nom. Et j'ai répondu. Oui. Avec honneur. Le jour venu, la salle était immense. Un théâtre moderne. Projecteur, micro, public élégant. La scène me paraissait aussi haute qu'un toit. Mon cœur battait si fort que je l'entendais dans mes tempes. Quand mon nom fut appelé, les applaudissements furent polis, presque mécaniques. Personne ne savait qui j'étais. Et c'était parfait. Parce que ce que j'allais dire allait les forcer à écouter. Je suis monté sur scène. En tailleur sobre. Pas de PowerPoint. Juste mon ancien cahier. J'ai posé le cahier sur le pupitre. Et j'ai commencé. Astérisque bonjour. Je m'appelle Cécile Wozniak. Pendant 2 ans, j'ai lavé les sols d'une entreprise au bord de la faillite. Et personne ne m'a jamais demandé ce que je pensais. Jusqu'au jour où j'ai posé un cahier sur la table. Et ce cahier a sauvé des millions. Astérisque. Le silence dans la salle était parfait. Pas un bruit. Pas un souffle. J'ai continué. Ce n'est pas une histoire de miracle. Ni de vengeance sociale. C'est une histoire de regard. De tout ce qu'on refuse de voir. Ce que j'ai proposé, n'importe qui aurait pu le faire. Mais il fallait d'abord croire que la femme de ménage pouvait penser. Une femme au premier rang a essuyé une larme. Un homme en costume a baissé les yeux. Et j'ai fini par dire. Astérisque, le vrai changement ne commence pas dans les conseils d'administration. Il commence quand on donne une chaise, une voix et une écoute. À ceux qui n'ont jamais été invités à la table. Astérisque. Quand je suis descendu de scène, il n'y eut pas d'applaudissements immédiats. Juste cette seconde suspendue. Une seconde qui vaut 1000 ovations. Puis, la salle s'est levée. Et les applaudissements ont grondé. Ce jour-là, je n'ai pas seulement raconté une histoire. J'ai planté une graine.
Dans chaque personne présente. Une graine qui dit. Et si on écoutait, vraiment? Les mois ont passé. Le plan a fonctionné. L'entreprise a survécu, grandi, embauché. Mais moi, je savais que mon rôle là-bas avait une date de fin. Parce que ce que je portais en moi n'était pas un poste. C'était une mission. Un matin, j'ai vidé mon bureau. J'ai replié mon badge. Et j'ai laissé un mot sur la chaise. Astérisque, merci de m'avoir enfin entendu. Il y a encore tant de voix à écouter. Astérisque. Puis je suis parti. Sans cérémonie. Sans discours. Juste avec mon cahier. Avec mes économies, j'ai loué un petit local en périphérie. Un ancien atelier abandonné. Poussiéreux. Fissuré. Parfait. Je l'ai nettoyé moi-même. Mur après mur. Comme avant. Mais cette fois, ce n'était pas pour effacer. C'était pour préparer. J'ai accroché une enseigne faite à la main. La couture du silence. Atelier d'idées et de dignité. Et j'ai ouvert les portes. Pas pour enseigner la couture. Mais pour enseigner ce que j'avais compris. Que chaque cicatrice peut devenir un point de suture. Et chaque oublié, une fondation. Le premier jour, 3 femmes sont venues. Une ancienne caissière. Une réfugiée. Une jeune maman sans diplôme. Je leur ai tendu du tissu. Des stylos. Et un cahier. Et je leur ai dit. Écrivez. Cousez. Créez. Pas pour vendre. Mais pour vous reconstruire. En 6 mois, l'atelier est devenu un foyer. Un espace de réinvention. Un endroit où on ne demande pas de CV. Mais où chaque idée a une place. Un jour, une élève m'a demandé. Comment savez-vous que ça vaut la peine? Je lui ai montré mon vieux cahier. Les pages cornées. Les notes tachées. Et j'ai répondu. Parce que tout ce que j'ai cousu ici, aucun patron n'a jamais pu le déchirer. Ce soir-là, seul dans l'atelier, j'ai cousu une dernière ligne au bas d'un rideau fait de chutes de tissu. Avec du fil doré, j'ai brodé. La voix qui se tait devient une couture. Et un jour, c'est elle qui tient tout. Puis j'ai soufflé les bougies. Et je suis sorti dans la nuit. Le cœur cousu. Le monde, prêt à écouter.